Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep on Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Juste avant de commencer cet épisode avec Anne et Mine, je vous retiens pour quelques petites précisions. Leur projet Ichigo Stories faisait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Ulule et on en parle donc beaucoup pendant l'épisode, mais puisqu'on a eu pas mal de retard pour le mixage avec tous les projets du Keep on Dream, comme par exemple l'édition de nos tout premiers mangas papier, la campagne est maintenant terminée. Cependant, Anemine et Nazca Édition vous offrent la possibilité de quand même pouvoir choisir des packs de la campagne et précommander leur œuvre. Le lien est dans la description de l'épisode ou alors vous tapez boutique Nazca Édition sur Google et vous allez tout trouver sur le premier lien. Voilà, vous avez toutes les infos, je vous souhaite donc un très bon épisode. Bienvenue à tous dans ce 9e épisode du Keep on Talk qu'on reprend aujourd'hui non pas avec un invité mais avec deux invités. Les personnes de Anne et Mine qui vont nous présenter Ichigo Stories. Bienvenue à vous. Merci de nous accueillir, salut. Coucou tout le monde. Ma première question et pas des moindres, comment ça va ? Ça va bien. Ça va, ouais, en forme. En forme, ouais. Super. Alors, on abordera vos parcours respectifs dans une seconde partie, mais rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Donc, Anne, Mine, voilà, 39 ans tous les deux, mariés ensemble, 2 enfants. donc 2 enfants, donc on a Emma, 18 ans, et Yui, 2 ans. Voilà, on fait du manga tous les deux. Ensemble. Donc, pour reprendre un petit peu, vous avez lancé le 25 octobre, du coup, la campagne Ulule Ichigo Stories. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, c'est quoi le projet derrière tout ça ? Alors en fait, on a signé un contrat avec les éditions Nazca Édition, et qui nous ont proposé en fait de reprendre tous nos one-shots, donc 6 one-shots, 6 histoires, et d'en faire une anthologie. Et pour financer ça, en fait, on a lancé une campagne Ulule. Alors le but de cette campagne, en fait, c'est surtout on a un contrat particulier avec Nazca, c'est un contrat équitable. Et c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on a fait le bénéfice, on se partage les bénéfices, en fait. Ouais, à 50-50. Ouais. Et donc le but du Ulule, en fait, c'est d'atteindre le bénéfice le plus vite possible. Ouais. Ok, alors justement, j'allais vous en parler ensuite de Nazca, mais on peut en parler directement maintenant. Comment s'est fait du coup la rencontre entre vous et les éditions Nazca ? Et ben en fait, à la base, on venait de finir un de nos one-shots et puis on avait pris l'habitude à chaque one-shot d'envoyer aux éditeurs pour avoir des avis. On n'avait pas toujours des réponses, assez rares. Et du coup, Nazca nous a répondu, il nous a fait tout un tableau en expliquant ce qui allait pas, il nous a donné ses impressions et puis il nous a demandé mais vous en avez d'autres des one-shots ? Donc du coup, on s'est dit on va tous les renvoyer. Et là, ils nous ont fait un retour super complet et ils nous ont demandé c'était quoi nos projets pour la suite. Et du coup, on leur a dit ça serait plus l'édition ou l'auto-édition. Et là, ils nous ont dit il faut qu'on s'appelle. Et ils nous ont appelés. Voilà. Et en fait, on s'attendait pas en fait qu'ils nous proposent de reprendre nos one-shots tels quels. On pensait qu'ils allaient nous dire c'est bien ce que vous faites, envoyez-nous un dossier d'édition. Ouais. Et quand ils nous ont dit que finalement ils reprenaient toutes les histoires telles quelles, et qui plus est avec un contrat à 50-50, on a dit oui, forcément. Ok. C'est clair. Donc pour resituer un peu, les éditions Nazca, donc c'est une jeune maison d'édition qui a été créée en 2018 par 2 frères sur Niort, si mes informations sont bonnes. Ils ont sorti du coup notamment Todag et récemment Dice ou 10, à ne pas confondre avec le manga de Monkey qu'on a reçu la dernière fois, mais du coup qui est une adaptation d'un webtoon coréen. Et donc là, c'est la toute première fois qu'ils font du manga français. Oui. C'est ça, oui. Oui.
ils se lancent avec nous. Ouais. Et comment ils étaient du coup quand ils ont abordé ça avec vous? Est-ce que pour eux c'était vraiment une expérience nouvelle d'avoir des auteurs avec qui ils pouvaient partager directement plutôt que de faire des adaptations? Est-ce qu'ils étaient plutôt enthousiastes ou complètement et qui connaissaient pas du tout comment ça se passait? Non, ils étaient super enthousiastes, ils en avaient envie en fait, parce que bah, justement c'est difficile pour eux d'avoir leurs auteurs dans des salons pour faire des dédicaces. Et c'est vrai que des mangaka français, ils disaient que ça serait pas mal de se lancer, surtout qu'apparemment leur public est assez demandeur. Donc ils se sont dit, bon, bah, il faut qu'on trouve des mangaka français. Et c'est vrai que quand ils ont vu ce qu'on proposait, bah, ils étaient emballés. Donc non, ils sont... et puis en fait, ils voulaient pas non plus faire... comme c'est une petite maison d'édition, ils étaient conscients qu'ils pouvaient pas offrir autant qu'une grosse maison d'édition. Mais ils voulaient pas non plus qu'on soit sous-payé. Donc c'est aussi pour ça qu'ils nous ont proposé ce contrat 50-50 avec passage par le HUL pour essayer de booster un petit peu et d'arriver au bénéfice plus vite. Ouais. Alors justement, si on peut rentrer un peu tout petit peu plus dans le détail, est-ce que sur le 50-50 maintenant que la campagne, puisque la campagne est un vrai succès, j'ai les chiffres sous les yeux, là c'est plus de 224% de l'objectif, donc c'était 3 000 € demandés, maintenant on est déjà à 6 721 et c'est pas fini, il reste 3 bonnes semaines, il reste 22 jours. D'ailleurs si vous n'avez pas encore contribué, c'est le moment, mais je suis sûr que vous allez le faire en écoutant le podcast ou après. Et du coup, est-ce que maintenant, ça y est, on y est dans le bénéfice des 50-50? Normalement, il faut qu'on recalcule tout ça à la fin parce qu'il y a les goodies qui viennent s'ajouter. Ok, Mais en tout cas, pour l'impression des livres et le remboursement de notre avance, on est bon. super. Du coup, Ichigo Stories, c'est un recueil de one-shot. Donc, on a tous les one-shots que vous avez fait dernièrement. Donc, on a des histoires courtes qui vont d'une quinzaine de pages à une cinquantaine et qui représentent du coup vos dernières années de travail. Une petite question un peu piège. Quelle est celle que vous préférez chacun dans le recueil? Ah, c'est dur ça quand même. Elles ont toutes en fait elles nous apportent toutes quelque chose en fait, ces histoires-là. Est-ce qu'on pourrait les présenter du coup juste brièvement avant de dire laquelle vous préférez, comme ça pour que les gens sachent un peu ce qu'ils auront en commandant le manga? Ouais, ok. Alors, la première, c'est Ichigo Daifuku. Alors, ça fait 20 planches, je crois. C'est une histoire, en fait, c'est l'histoire d'une déesse qui est prête à tout, en fait, pour récupérer son offrande, qui est le Ichigo Daifuku. En fait, c'est une pâtisserie japonaise à base de fraises. Et donc, voilà, c'est une histoire un peu déjantée, c'est un peu inspiré de Food Wars. Et voilà, ça a été notre toute première histoire. Après, la deuxième histoire, c'est Ichigo Island. Alors là, on était tellement contents d'avoir fini Ichigo Daifuku qu'on s'est dit, allez, on se fait une histoire où on ne fait pas la pression, un peu what the fuck. Et le thème, c'était sur le réchauffement climatique. Et on s'est dit, tiens, on va mettre en scène des animaux. Et puis, on est parti dans un délire où, en fait, ils font une partie de beach volley avec des humains. Enfin, c'était... Celle-là, elle est très complètement what the fuck. Elle est complètement... Ouais. Avec une tortue géante notamment, si vous n'avez pas lu ça. Ensuite, ah oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous les one-shots, en fait, ils ont été faits dans le cadre de concours. D'accord. Ensuite, la troisième histoire, c'était Ichigo au carré, où là, alors, on a voulu sortir complètement de notre zone de confort, en fait. On est parti sur une petite histoire mignonne, sur la rencontre d'un bébé et d'un extraterrestre. Et ça traite de l'identité de chacun. Non, la découverte de son identité. Ouais. Et c'était en plein confinement du coup, parce que ça, on en parle dans le one shot aussi, ça c'est génial. Ensuite, il y a Fruit of Minds, donc ça c'est notre plus grosse histoire, elle fait 45 pages en planche. C'était dans le cadre du concours Magic, où donc là en fait on traite plus de la difficulté d'avoir un enfant et aussi la chance d'avoir un enfant. Ça parlait un peu de notre histoire parce qu'on a un peu galéré à avoir notre deuxième fille. Et du coup, on s'est mis dans un univers où on est parti du postulat où dans cet univers-là, avoir des enfants de façon naturelle, c'était devenu impossible à cause d'une malédiction. Et on suit l'histoire d'une jeune fille dont le rêve est de devenir mère. Mais c'est une histoire qui est complètement shonen en fait. En dehors du thème, on a du combat, on a voilà.
Et c'est une histoire qui inspire, enfin, qu'on a repris de notre histoire de cœur. Oui, c'est issu de l'univers de notre histoire de cœur. Le personnage, l'antagoniste, en fait, celle qui vient un peu semer le trouble, c'est l'héroïne de notre histoire de cœur. Ensuite, il y a eu My Brother. Là, alors, on l'a fait dans le cadre du concours Silent Manga Audition au Japon. Et la particularité, en fait, c'est de faire une histoire sans texte. Donc voilà, celle-là, on a traité en fait de la séparation d'un frère et d'une sœur. Et dans cette histoire, donc la sœur Sakura, elle fera, en fait, on suit en fait son parcours, son évolution dans la vie et notamment la recherche de son frère. Et du manque que ça provoque chez elle. En fait. Et ensuite, il y a Satane Sentai, qui était dans le cadre du concours Manga Draft de cet été, où le thème c'était les Sentai et ou l'ésotérisme. On a décidé de faire les deux en même temps. Et on se dit, quitte à faire du Sentai, autant qu'ils soient originaux, mais on voulait quand même qu'il y ait un petit thème qui se rapporte quand même à notre sujet de prédilection, qui est la famille. Et donc, on a décidé que les héros ne seraient pas les Sentai, mais une journaliste. Et on voulait traiter c'est plus toi, en fait. Là, c'était plus par rapport à moi. En fait, je voulais traiter, montrer, en fait, ma crainte de pas passer assez de temps avec nos filles et de trop bosser sur le manga, justement. D'accord, ça on en reparlera en plus je pense plus en deuxième partie où on parlera de vos parcours, etc. Mais c'est vrai que c'est une question qui va revenir, quoi, la parentalité, comment faire du manga tout en ayant des enfants, parce que des fois c'est pas simple niveau emploi du temps, mais ça on va parler juste après. Et du coup, la préférée de chacun? Moi, c'est My Brother. Parce que les sentiments que ressent l'héroïne, c'est quelque chose que je ressens moi aussi. Et donc, c'est quelque chose qui me touche en fait particulièrement. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. Et en plus, elle a la particularité d'être sans parole. Donc, du coup, je trouve que là-dessus, c'était un exercice qui était difficile. Et on a beaucoup appris au niveau de la narration avec cette histoire. Ok. Et toi, Mine? Alors, moi, ce serait Ichigo Daifuku. Parce que c'est la première histoire qu'on finit. Et même quand je la relis maintenant, je trouve que on s'est lâché au niveau de la narration et du découpage. Je trouve. Il y avait un petit grain de folie que on est devenu un peu plus sage, je trouve. Avec le temps, ouais. Et puis, le personnage de la déesse, il a quelque chose. Ouais. En fait, la déesse représente le personnage féminin qu'on a toujours voulu avoir en fait dans les mangas, et du coup, elle est. C'est vrai que ça reste un peu la chouchou avec Anna, bien sûr, que j'adore. Sinon, la déesse, c'est quelque chose quand même. D'accord, donc les auteurs ont leur chouchou maintenant. Voilà. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire laquelle est votre préférée. D'ailleurs, je vois que ça rigole bien dans le chat depuis tout à l'heure. Alors, il n'y a pas une question, mais pour les vannes, il y en a. Ok, d'accord. Mais du coup, aussi, pour ceux qui veulent un peu découvrir votre travail et votre univers, il y a, alors si je me trompe pas, il doit y en avoir 4. Il y a 4 one-shots qui sont sur Manga Draft. Oui. En lecture en ligne. Si les gens veulent se faire un avis avant d'acheter le manga, l'anthologie, ils peuvent directement. Donc ça, c'est super aussi. N'hésitez pas à aller voir ça. Justement, si vous hésitez, vous allez lire les mangas et après, vous reviendrez sur le Ulule directement. Ça, j'en suis sûr. Alors du coup, on le disait, c'est un vrai succès. Est-ce que vous y attendiez que ça dépasse, par exemple, là, on est à plus de 6700 €. Est-ce que vous y attendiez ou pas du tout? Non, pas vraiment. Alors, notre premier Ulule. Alors, il y a Nazca aussi, qui est dans la boucle Ulule, donc on comptait pas mal sur leur communauté. Et non, franchement, on s'y attendait pas. Et puis, c'est pas fini, donc on espère. Bah ouais, il reste 22 jours. On est encore bien plus loin. Merci déjà à ceux qui ont participé. Ouais, merci. Franchement, waouh. Ok, et si jamais il y a des gens qui écoutent le podcast qui n'ont pas encore participé, est-ce que vous aurez un petit mot pour eux? Foncez, il n'y a pas à hésiter. Non, c'est vrai que alors c'est pas une série, du coup c'est alors un one shot, on peut appeler ça un gros one shot. Et bon, il y a 6 histoires compilées, donc
voilà, je pense que ça représente un bon petit achat quand même, parce que il y a des histoires qui sont complètement différentes les unes des autres. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, chacun y trouve son compte. Ouais. Et on le présente vraiment, on a vraiment mis les one-shots dans l'ordre chronologique. C'est vraiment pour montrer notre évolution en fait. Et surtout qu'en plus, bon, il y a effectivement 4 one-shots qui sont sur Manga Draft, mais il y en a 2 inédits qui sont nulle part. Et en plus de ça, on a mis des bonus entre chaque one-shot pour expliquer pourquoi on a fait ce one-shot, dans quelles circonstances. Et d'ailleurs, dans ces one-shots, il y a des contributeurs du pack Ichigo qui apparaissent. D'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'était une des récompenses pour certains qui ont pris un des gros packs. Donc là, je les montre à l'écran, mais pour ceux qui sont pas en live, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a un peu plus comme goodies supplémentaires? Alors en fait, on a essayé de faire des packs pour un peu tous les budgets. Ça démarre du pack à 13 euros. Enfin, il y a un pack à 5 euros où on a la version PDF, mais à partir de 13 euros, il y a le livre. Et en fait, à chaque fois, on a rajouté des goodies. Donc, au départ, il y a des ex-libris, après, il y a des badges, il y a des posters, des figurines. Plus on monte dans les packs, après, il y a un dessin il y a des shikishi à collectionner. Il y en a 6. Dans un des packs, vous en avez un qui est tiré au sort et on le met dans votre pack. Et il y en a le pack après, vous avez les 6. Donc là, c'est pour l'aspect un peu collection. On a un dessin original aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, il y a les 2 gros packs avec le pack apparition et le pack masterclass. Et ensuite, en plus des goodies, on a essayé aussi en termes de dédicaces de faire une hiérarchie. C'est-à-dire qu'au début, vous avez le livre sans aucune dédicace ni signature. Et après, vous avez la signature personnalisée avec un petit mot à votre nom. Et ensuite, il y a le petit dessin, le gros dessin. Ouais. Et comme tu le disais, Mine, pour 13 euros, vous avez un recueil avec les 6 one-shots dedans. Donc avec 6 histoires courtes. Donc voilà, vous savez quoi faire. Et maintenant, du coup, qu'on dépasse les paliers, on a même découvert alors des pages bonus, comme tu le disais, des pages couleurs, et aussi une couverture édition Deluxe. Et maintenant, qu'est-ce que vous préparez pour la suite alors? Alors pour la suite, il me semble que c'est les travaux préparatoires de Foot of Minds qu'on rajoute. Après, il va y avoir... alors nous, notre Graal, c'est la couverture, la double couverture. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a une couverture qui est prévue avec les 6 héroïnes, une héroïne par histoire, avec la fraise au milieu. Et on a normalement prévu, si on arrive à ce palier, une autre jaquette, où en fait, là, ça sera la version masculine. Donc, il y aura les héros à la place des héroïnes autour de la fraise. D'accord. Ça, on aimerait trop. C'est à 350%, je vois. Ouais, c'est atteignable, hein, quand à 22 jours, on est à plus de 200. Ça peut arriver, on l'espère en tout cas. Alors du coup, avec la maison d'édition, c'est ce qui est marqué au début de la campagne aussi, c'est que eux, du coup, ils vont faire un travail de distribution. Ils vont pouvoir mettre le manga tout simplement en librairie. Et donc, et vous, à côté de ça, vous pouvez publier tout simplement vos projets dans une anthologie. C'est vraiment super, ça, ce système, c'est gagnant-gagnant en fait. Ah oui, complètement. Parce qu'on bénéficie du réseau de Nazca qui est quand même large. Hein. Les titres de Nazca sont diffusés on les trouve partout en fait. Hein. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va faire énormément de conventions. Donc on va rencontrer énormément de monde et ça c'est génial. Ouais, c'est génial. Est-ce que vous en avez déjà de prévus là dans les mois qui arrivent? Alors normalement, on fait le TGS à la fin du mois à Toulouse. TGS Toulouse, ouais. Ok. Après, c'est Angoulême. Angoulême fin janvier. Fin janvier, et après ça va s'accélérer parce que il y a Japan Tour, il y a Pictasia. Ah, Pictasia, nous y serons aussi. Il y a normalement Japan Touch à Lyon. Il y a la Camocom à Dijon. Il y aura la Japan Expo, bien sûr. Et après, il y en a d'autres qui vont sûrement se greffer. On n'a pas encore toutes les dates. Nickel. Alors, est-ce que, du coup, maintenant que le projet va être finalisé, va être réalisé, tout le
tout le monde va la voir, même si la campagne n'est pas terminée, puisqu'on est à plus de 200% déjà. Est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite? Est-ce que vous pensez déjà peut-être à une série ou peut-être à un projet qui viendrait après? L'idée, c'est quand même de vivre Ichigo Stories le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que on aime bien cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on essaye de travailler quand même. On a un petit projet là qui est en train de mûrir tout doucement. Alors là, on n'avance pas trop dessus parce que justement, on est en train de finir les bonus de Ichigo Stories. Mais on a été contacté il n'y a pas très longtemps par un scénariste. Il nous a proposé un projet qui nous emballe pas mal. Donc ça a travaillé tout ça pour pouvoir faire un dossier d'édition. Alors Nazca est au courant. Et donc comme notre scénariste il voit assez grand, il veut qu'on l'envoie à toutes les maisons d'édition. Et voilà. Donc là on est en train de travailler dessus, mais c'est vrai que... Voilà, ce serait une série, on serait vraiment du seinen, du dark seinen même. Ok. Et ce serait prévu pour 3 tomes. Pour 3 tomes, d'accord. Ouais. Bah, super, on vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage dans la préparation du coup du dossier. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur le livre en lui-même, le format, la jaquette, le pelliculage, si vous savez, la taille, etc. Oui, alors la taille sera, comme ce sera un one-shot en fait, ce sera plus grand qu'un manga classique. Il sera du A5, mais c'est en fait, pour l'aspect collector en fait, comme c'est un one-shot. Ouais. Au niveau de la couverture, maintenant qu'on a atteint le palier, il y aura des dorures. Ouais, il y aura des dorures et on n'a pas prévu un vernis sélectif. Un vernis sélectif aussi. Après, au niveau format, ça fera du 180 pages. Alors, normalement, ça fait 180 pages, mais il va peut-être y avoir, comme on rajoute des bonus et des choses, ça sera peut-être un peu... Alors, en tout cas, ça sera 180 pages minimum. Après, si on rajoute des choses, ça sera peut-être un peu plus. Ok. J'imagine que c'est Nazca qui va gérer au niveau des stocks et des envois? Ah oui. Oui. Ouais. Donc ça, c'est super, encore une fois, de faire le partenariat et de pas... Oui, c'est ça l'avantage de travailler avec Nazca, c'est on se consacre au dessin. Ouais, on est vraiment le mangaka. Enfin, tout ce côté logistique, même pour faire les salons, etc., c'est eux qui gèrent ça. Ils nous disent, bon, vous êtes dispo à telle date? Oui, non, et puis voilà. Super. Un vrai partenariat gagnant-gagnant, du coup. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus par rapport au Ulule? Est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses sur la campagne ou sur l'anthologie en elle-même? Alors sur la campagne elle-même, juste une petite précision, le pack Ichigo, où en fait celui qui prend le pack peut apparaître dans les planches bonus. Et on a 7 slots là-dessus, et il n'y en a plus que 2 disponibles. Ouais. Donc ok. voilà, juste pour info. Dépêchez-vous, quoi. Ouais. L'idée, c'est vraiment, comme on dit tout à l'heure, en fait, on fait 4 planches bonus à la fin de chaque histoire, donc 24 planches en tout. Et en fait, le contributeur apparaîtra dans ces 4 planches bonus. En fait. D'accord. Et on a un exemple d'ailleurs avec toi, Mine, mais il y avait aussi un dessin de toi, Anne, quand vous avez mis sur Insta, sur Facebook, etc. dernièrement pour vous présenter. Oui. Donc voilà, vous pouvez apparaître dans le manga en prenant le pack, les amis, mais il en reste que 2, donc dépêchez-vous, hein, vous l'avez entendu. Il y a un autre gros pack au-dessus, mais celui-là c'est pour la masterclass et à Angoulême. Ouais. Et le repas avec avec Nazca et nous. Ok, est-ce qu'on peut en parler de cette masterclass du coup? Oui. Alors c'était parti d'une idée complètement folle. Hein, Ouais. En fait, alors l'idée c'est que ça se passera au festival de la BD d'Angoulême. Ouais. Et là-bas, en fait, ceux qui auront pris le gros pack, le pack Anémine, en fait, on leur fera une masterclass sur place, donc qui viennent surtout avec leurs questions, et on leur donnera nos conseils. Ouais, leur dossier, enfin, leur dessin aussi, que leurs questions. Et ensuite, on enchaînera avec un dîner, donc on mangera ensemble avec Nazca. Et il y a une soirée qui est prévue, donc avec nous, avec Nazca, et probablement d'autres professionnels du métier. Super. Donc l'idée, c'est vraiment pour le contributeur
de pouvoir discuter avec des auteurs, donc nous, de pouvoir discuter avec des éditeurs, Nazca, et sans forcément avoir un côté solennel, complètement détendu. Et puis ça permet aussi, parce que souvent en convention on a plein de questions et puis on répond un peu à l'arrache, on n'entend rien, il y a trop de bruit, on a 10 minutes pour répondre parce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions à côté. Là c'est vraiment, on peut prendre le temps de répondre aux questions de la personne, il nous montre ses travaux, enfin, c'est vraiment... Donc faut pas hésiter à venir avec des questions, même avec des dossiers d'édition, d'ailleurs, il ne faudra pas hésiter. Super. Et puis, si simplement ils veulent passer une bonne soirée, ils peuvent prendre le pack. C'est vrai que c'est pas évident de rencontrer des éditeurs, donc là, c'est vrai. Là, il sera vraiment l'occasion de leur poser toutes les questions possibles. C'est vrai, puis même les auteurs, enfin comme vous le dites, en convention, c'est super compliqué, il y a beaucoup de monde, etc. Il y a aussi la pression commerciale, faut se le dire, faut vendre en convention, donc on n'a pas forcément le temps souvent de s'étaler sur ses travaux, etc. Donc c'est une super initiative aussi. Mais souvent, on se retrouve un peu embêté parce que, nous, on l'a vécu quand on était de l'autre côté, quand on allait voir les auteurs pros et qu'on leur demandait des conseils. On avait envie de creuser un peu, de dire il m'a dit ça, est-ce que je peux avoir plus d'infos? Mais on sent que derrière, il y a les gens qui attendent. Quand on fait la queue, qu'on dédicace, c'est pas évident. Mais on a la pression derrière, il faut aller vite. Puis même les auteurs qui dédicacent ne peuvent pas nous consacrer beaucoup de temps non plus. Et on sent qu'ils sont aussi embêtés parce qu'ils aimeraient en dire plus, mais ils ne peuvent pas. Ouais, c'est toujours compliqué. Maintenant, ça va être vous, du coup, d'être embêté en dédicace et de ne pas pouvoir trop en dire. Les rôles vont être inversés. Obo qui nous demande, mais je pense que là, j'ai la réponse avant la question. Est-ce qu'on a le droit de faire des fan art de vos dingueries de personnages? Oui, bien sûr. Oui, avec plaisir même. Vous nous taguez sur Insta après avec, et pas de souci. Alors d'ailleurs, du coup, vos réseaux, ou est-ce que vous avez un site internet, ou qu'est-ce que vous avez comme réseaux sociaux? Alors, Instagram. On est surtout actifs sur Instagram. On a Facebook. Ouais. Et on se met à peine à Twitter. Mais... Assez compliqué le monde de Twitter. Bon, bah super. Ah bah tiens, Manga Made in France, Aurélien, du coup, je pense, qui est derrière le compte, qui nous demande qui a contacté qui en premier, mais du coup, vous avez un petit peu répondu au début. Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers Nazca ou est-ce que c'était l'inverse? Ouais, donc c'était nous. Donc pour refaire la petite histoire rapidement, dès qu'on finissait un one-shot, on envoyait aux éditeurs pour avoir des retours. Et donc Nazca nous avait répondu. Est-ce que vous aviez eu d'autres maisons d'édition qui vous avaient répondu? Oui. On a Château de Château qui nous a répondu en nous disant que ça les intéressait pas. Alors que ça les intéressait pas, parce que ça leur correspondait pas, mais ils nous encourageaient à l'envoyer à d'autres maisons parce que ça pouvait les intéresser. D'accord, selon la ligne édito, bien sûr. Ouais. Alors juste du coup pour éclaircir ça un tout petit peu pour ceux qui sont vraiment jeunes auteurs ou qui connaissent pas trop le monde de l'édition, sachez que chaque maison d'édition a une ligne éditoriale. C'est ce qu'on appelle, c'est tout simplement en fait ce qui permet d'identifier la maison d'édition et donc ce que veut éditer tout simplement, quels ouvrages veut publier la maison d'édition et donc selon le ton, l'ambiance, l'atmosphère, selon ce qu'elle fait, selon si elle va plutôt faire du shonen, du shoujo, etc. Enfin, voilà, donc faites bien attention quand vous envoyez vos dossiers d'édition pour ceux qui veulent en envoyer. Regardez ce que publie déjà la maison d'édition, vous aurez déjà une idée de la ligne édito. Et puis ensuite, souvent, c'est clairement défini sur le site internet ou quoi de la maison d'édition, quelle est la ligne édito. Donc voilà, essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une réponse. Et du coup, désolé de la petite aparté. Si vous voulez, on peut passer directement à la deuxième partie. Je pense maintenant qu'on a un peu tout détaillé au niveau des packs, des paliers, etc. Ok. Alors, on va plus être un petit peu plus du coup sur votre parcours, sur vous, sur le travail de mangaka. Alors, pour commencer, comment chacun de vous avez connu le manga en tant que lecteur, pour commencer? Moi, j'ai découvert le manga avec le Club Dorothée, c'était plus les animés, quand j'avais je devais avoir 12 ou 13 ans. Avant ça, je regardais, mais sans me passionner vraiment. Et puis j'ai commencé à me passionner, c'était Dragon Ball Z, hein, faut pas se le cacher. Et après, j'ai plus jamais lâché.
Même quand ça s'est arrêté, même quand le Club Dorothée s'est arrêté en 97, j'ai supplié ma mère pour qu'elle prenne Canal+ pour regarder Evangelion, Escaflowne, et Baby Bop. Et donc, ouais, il fallait avoir des bonnes notes à l'école. J'ai ramené les bonnes notes pour avoir Canal+. Voilà, j'ai jamais lâché, j'ai toujours dessiné. Ok. Bah, moi, pareil, hein, génération Club Do, donc commencer par les animés, puis après sont arrivées les versions papier via Glénat, donc ça a été Dragon Ball. Imprimé, on se rappelle, avec l'espèce de pastel, avec les planches retournées pour être en, en Ouais. sens C'est ça. sensé. Ouais. Et du coup, quand est-ce que le dessin est arrivé dans vos vies? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Bah non, on va parler tout de suite carrément sur le manga. Qui fait quoi? Du coup, on a l'habitude d'avoir un scénariste et un dessinateur. Vous, c'est un petit peu différent. Du coup, qui fait quoi? En fait, on fait les scénarios ensemble, Ouais. tout ce qui est découpage, texte ensemble. Et après, quand il faut passer au dessin, moi je fais les décors et lui. Et moi, je fais les chara-design et les persos. Ok. Est-ce que dès le départ, c'était établi comme ça? Quasi, hein, Quasi, ouais. Parce que moi j'ai un style très shoujo, mais je veux faire du shonen. Donc mon style de perso n'était pas spécialement adapté à nos histoires à nous. Et puis j'aime trop ce que fait Mine avec les personnages pour dire non, non, c'est moi. Et du coup, bah, moi, je voulais. Je faisais très peu de décors parce que bah, quand on commence à dessiner, on est à fond sur les persos. Et je faisais très peu de décors. Et mon grand kiff, c'était de m'améliorer aussi là-dessus, sur la perspective, sur tout ça. Et du coup, bah, naturellement, je lui ai dit non, mais moi, je kiffe tes persos, donc je vais me mettre au décor. Ok. Et du coup, pour le scénario et le découpage, vous le travaillez tous les deux. Comment ça se passe, un temps d'écriture à deux? Alors ça dépend des cas. Des fois, on a une idée commune, bon, ça arrive. Mais souvent, c'est l'un qui a une idée, il la propose à l'autre. Ouais. Et C'est un peu du brainstorming où, ouais. en fait, il va proposer une idée, ça va faire rebondir l'autre sur autre chose, puis de fil en aiguille, comme ça, il y a l'histoire qui se monte. Ouais. Et quand on n'est pas OK sur une idée, il faut qu'elle plaise aux deux, parce qu'en fait, on se rend compte que s'il y en a un qui doute, c'est que l'idée, elle n'est pas forcément bonne. Ouais. C'est un des avantages d'être à deux, c'est qu'il faut qu'on valide tous les deux. Ok. Donc comme ça, vous évitez les engueulades de couple si jamais l'idée de l'un passe pas. On s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord, justement. C'est un petit peu notre truc. Mais du coup, ça donne des idées supplémentaires. Enfin, en fait, quand on sent que l'autre il est accroché à son idée, ça attends, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Bon, on va pas la prendre telle quelle, mais en creusant un petit peu, on peut trouver quelque chose qui va ressortir. Et ça marche plutôt bien. Parce que du coup, faut le dire aussi, mais vous êtes en couple dans la vie. Oui. Et du coup, est-ce que ça vous a aidé dans la conception, dans le manga? Alors, ça nous aide parce qu'on est quand même assez raccord au niveau des valeurs qu'on veut transmettre dans nos histoires. Ouais. Bah, ça nous aide surtout parce que être mangaka, c'est pas facile. Et quand on a un conjoint qui est pas mangaka, je pense que ça va être compliqué pour le conjoint de comprendre le temps qu'on y passe, en fait. Et puis les sacrifices de temps qu'il faut faire aussi. Ouais. C'est vrai qu'on travaille 7 jours sur 7. Il y a des week-ends famille auxquels on peut pas assister parfois. Quand on est en deadline, c'est bon. Et là, justement, le fait d'être deux dans le métier, bah, on se comprend, on sait toutes les contraintes qu'il y a et du coup, ça pose pas de soucis. Mais après, je comprendrais que si le conjoint n'était pas mangaka, que bah, ça pose problème. Ouais. C'est sacrifier beaucoup de son temps ou se dire bon bah j'y vais sans toi, alors que là non, on n'y va pas tous les deux parce que de toute façon on est en deadline tous les deux. Et dans vos familles respectives, par exemple, on a eu Z qui a sorti Space Punch cette année et qui lui nous disait, par exemple, dans le podcast qu'au début c'était assez compliqué. D'ailleurs, on en reparlera après plus particulièrement avec toi, Mine, puisqu'il a un parcours qui est assez similaire au tien. Mais du coup, est-ce que c'est bien accepté le fait que vous fassiez du manga? Alors au début c'était pas évident parce que
En fait, nos familles, elles connaissent pas. Enfin, ils sont très très loin du manga. Il y en a certains qui sont de notre génération qui nous ont poussés en disant oh, vous êtes trop doués, allez-y, allez-y. Mais les générations de nos parents, nos oncles, nos tantes comprennent pas forcément parce que bah, c'est pas du tout leur univers. Donc ils ont été un peu réticents en disant mais c'est une lubie, vous faites ça pendant vos loisirs, pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi vous faites ça et puis finalement, maintenant qu'ils voient l'engouement qu'il y a autour de notre travail, bah finalement ils se disent ah bah oui non mais vous avez eu raison. C'est que depuis récemment en fait que c'est qu'ils se rendent compte en fait que c'est un vrai métier. Même dans notre famille, hein, ouais, enfin, t'es artiste, t'es dessinateur de BD, c'est vrai, c'est pas considéré comme un vrai métier. Et puis comme en fait c'est du dessin et qu'ils nous ont vu toujours dessiner un peu sur un coin de table, ils disent que bah, c'est bon, c'est du loisir et ça doit pas prendre tant de temps que ça parce que en fait mais c'est depuis qu'on a signé avec Nazca en fait que ils se rendent mieux compte, c'est concret maintenant en fait. Alors avant bon c'est des planches, des concours, mais finalement qui n'aboutissaient pas à quelque chose, enfin, pour en vivre. En tout cas. Pour en vivre. Il n'y avait rien derrière. Et maintenant, la réussite du coup de cette campagne Ulule, ça doit encore plus aider. Oui, et ils s'entendaient vraiment pas à un tel succès, à atteindre des sommes pareilles. Comme ça, Et du coup, c'est vrai qu'ils sont impressionnés, et à la fois impressionnés, rassurés, et convaincus. Super. Alors justement, vous parliez du dessin que vous aviez toujours dessiné, etc. Moi, j'ai vu que ça faisait que 3-4 ans que vous aviez commencé à prendre à prendre le dessin au sérieux, à faire des planches. Comment du coup, comment vous êtes mis à vous dire, ok, maintenant on va faire du manga, on va faire des planches, on va participer à des concours. À quel moment ça s'est passé? Alors, on a des parcours différents dans le dessin. Oui. Ok. Moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai plus jamais arrêté de dessiner. J'ai eu un petit passage à vide, mais j'avais ce besoin en fait de toujours dessiner. C'était quelque chose qui me soulageait un peu, ça me faisait du bien, ça me faisait penser à autre chose. Donc j'ai toujours dessiné. Mais toi en revanche... Ouais, moi non. Alors je dessinais beaucoup quand j'étais tout petit, en primaire et au collège. Je me souviens, je dessinais des cheveux zodiaques. Je revendais même mes dessins, ça faisait de l'argent en poche. Et puis ça, c'était jusqu'au collège. Et après, j'ai arrêté parce que, en fait, alors à notre époque, en tout cas, le manga, c'était mal vu. C'était synonyme de sexe et violence. Et voilà, c'était un peu tabou auprès des adultes, en tout cas. Et à l'époque, pour moi, en tout cas, c'était impensable de dire je vais faire du manga. J'étais bon à l'école, donc j'avais cette pression des profs, alors pas forcément mes parents, mais des parents, des amis, enfin, des adultes en général, et cette pression de pas gâcher quoi. Ouais, tu vas pas faire de la BD, enfin, t'as des capacités, tu vas faire des études, et j'avais cette pression là, et alors j'étais très influençable à l'époque, et du coup j'ai arrêté de dessiner au collège en fait, et donc j'ai eu une longue période déserte jusqu'à ce que je rencontre Anne en fait, et en fait j'ai repris le dessin à notre mariage en fait. On avait eu une idée en fait, c'était un truc que je faisais quand j'étais petite. En réunion de famille, j'aimais bien faire des menus et je dessinais pour chaque invité un personnage différent. Et là, on s'est dit, on va prendre les gens, leur tête en photo, et on va les intégrer sur des personnages de manga. Et par table, sur le plan de table, il y aura un animé différent. Donc il y avait Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, Fairy Tail, on avait chaque table. Et on s'est dit, voilà, allez, c'est reparti, on se met à dessiner. Donc moi, j'avais fait la couleur et toi, tu avais fait les corps des personnages. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'avait fait reprendre le dessin en fait. On s'est fait 70 personnages, donc ça entraîne pas mal. Est-ce qu'il y avait de la fraise dans le menu du mariage? Non. Ça aurait pu faire un lien encore plus grand.
Et ouais, en fait, on s'est remis donc là au dessin là. Et au début, on comptait pas faire du manga au début. On s'est dit c'est trop compliqué, même à Mhm. deux. Et on était plus parti sur des illustrations. Oui. Et puis finalement, Et on était même parti sur de l'animation ouais, à un moment. on a On fait s'était de dit, l'animation. parce que Anne en fait écrivait un bouquin à l'époque. Et on s'est dit, tiens, puisqu'on s'est remis au dessin, on va essayer de faire un petit opening, une petite chanson avec un petit clip. Et on était parti sur une animation de 1 minute 30. Et enfin, on était fous à l'époque, on faisait je sais plus, du 20 images par seconde. Et enfin, c'était vraiment fou. Et à un moment, on s'était dit, attends, mais si on est capable de faire du 20 images par seconde, pourquoi on se lancerait pas dans du manga en fait? Ouais, tentons-le. Et en fait, finalement, on a commencé à écrire une histoire. Alors, on s'est dit, on va pas commencer par la grosse histoire parce que c'est un truc à faire plusieurs tomes, on va pas s'en sortir. On va essayer de faire un one-shot. Et donc, on s'est dit, on va faire une préquelle. Et en fait, on avait créé l'histoire de cette préquelle et on redessinait sans cesse les 5 premières planches de l'histoire. Parce que ça ne nous les allait jamais, parce que, ah bah là, arrivé à la 5e planche, on relisait la première, on disait, bah non, c'est dégueulasse, il faut qu'on recommence. Et du coup, on tournait en rond en faisant le premier chapitre en boucle comme ça. Ça, Et c'est souvent la maladie de l'amateur, mais oui, finalement. Enfin, on débutait à peine et forcément, à l'époque, on progressait vite. Et ouais, dès qu'on finissait 5 planches, on les regardait et puis on se disait ça va pas, on peut pas présenter ça. Et on les recommençait sans cesse. Et du coup, on faisait pas mal de conventions à ce moment-là. Et je sais plus, c'est un éditeur ou un auteur qui nous a dit, mais faites une histoire courte, vous verrez, ça va vous débloquer. Et est arrivé le concours Kiun. Et là, on s'est dit, allez, 20 planches, enfin 19 planches plus une couverture, allez, vas-y, on se lance. Et voilà, Ichigo Daifuku. Et donc c'est ça ça ce serait un gros conseil que vous donnerez du coup aux jeunes auteurs et aux auteurs amateurs de vraiment faire des histoires courtes pour qu'ils puissent voir leur progression, etc. Ah, carrément. Parce qu'en plus, en plus de finir une histoire dont on s'en fiche à la fin. Généralement, à la fin de l'histoire, t'es pas content de ce que t'as fait. Tu te dis, ah, j'aurais dû faire ça autrement. Mais au moins, tu l'as fini, t'as une histoire finie que tu peux présenter à des gens, donc pas forcément des professionnels, mais tu peux envoyer aux éditeurs, tu peux présenter ça à des auteurs en convention. Et du coup, tu as un retour parce que les personnes, ils lisent tes 20 planches et ils vont pas te dire, ah ouais, mais c'est que le premier chapitre, je peux pas trop t'en dire, il faudrait que j'en ai plus. Non, là, l'histoire, elle est autoconclusive. Ils peuvent te dire, bah voilà ce que j'en pense. Et ça te fait, tu as des critiques qui arrivent et ça te fait réfléchir et ça te mûrit pour l'histoire suivante. En fait. Ouais. Et puis côté narration aussi, c'est pas évident de finir, de conclure une histoire. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir fait plein de one-shots, de concours, de petites histoires qu'on a finies, eh ben, on se dit, là, pour notre série, il faut absolument connaître la fin de l'histoire, en fait, avant de la commencer. Donc vous avez commencé comme ça, là, pour le nouveau projet, par exemple? Ouais. Alors du coup, on a eu la question tout à l'heure dans le chat, mais c'est aussi pour ça que je parlais de Z, parce que toi, Mine, tu étais ingénieur, et donc tu as arrêté pour te consacrer complètement au manga, et c'est pour ça que ça nous rappelle un peu Z. Comment pour l'instant, pour toi, ça se passe, la reconversion, entre parenthèses? Alors en fait, j'ai eu la chance avec mon ancienne boîte, de partir dans des bonnes conditions, puisqu'en fait je suis parti en faisant une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis en fait d'avoir les allocations chômage pendant 2 ans. Et en fait, j'arrive au terme des 2 ans à la fin de l'année. Et le but, vraiment pour nous, c'était pendant ces 2 ans, pendant ces 2 ans d'année, de signer un contrat avec un éditeur. Donc là, c'est réussi, là. Ouais. C'est vraiment ça le défi, le challenge. Et voilà. Ok. Et à côté de ça, toi, Anne, tu as encore un vrai métier, comme on en parlait tout à l'heure. Je travaille la journée, je dessine la nuit et je dors dans les toilettes. D'accord. Et est-ce que ce serait un objectif du coup de tous les deux faire que du manga peut-être dans l'avenir, dans les années qui arrivent? Ça serait le but ultime, ça serait ça. C'est difficile de se dégager un salaire pour tous les deux. Donc, mais oui, le but, ça serait ça. Le but, ça serait ça. Ouais. Super. Alors, je regarde juste dans le chat, mais ils veulent des originaux
de toi, Mine, à l'école primaire, je crois, qui veulent racheter ça. Ouais, alors j'ai pas gardé, je gardais pas mes dessins à l'époque. Donc, même moi, j'en ai pas. Je dois avoir peut-être des potes qui en ont. Ouais, Ouais. il me semble que. Ah si, ouais, si, j'en ai. Alors, un, que vous aurez jamais, parce que c'est mon ami d'enfance donc je traînais avec lui en primaire. Et j'étais tout le temps fourré chez lui. Et à un moment, alors, je sais plus ce qu'il avait fait. Il avait fait un trou dans un mur chez lui. C'est une petite cloison en placo. Et du coup, je lui avais fait un dessin, mais un grand dessin, un poster, en fait. Et du coup, il a collé sur le mur. Pour cacher. Et je sais que ses parents l'ont découvert il y a pas très longtemps, en fait. Le trou. Oh non, le dessin. Alors peut-être que le dessin est dispo, du coup, maintenant. Vous savez quoi faire si vous avez des choses à cacher. Des problèmes dans les murs, des rayures, des trucs comme ça. Super. Alors, on a une question aussi de Inky Silex. Comment vous faites pour créer une histoire? Alors, justement, on en parlait de toujours savoir la fin, mais il y a quoi comme. Quand vous commencez vraiment une histoire, de quoi vous partez? Alors, Du thème, ouais, le thème. de la façon dont on veut le traiter. Alors, c'est vrai que les histoires qu'on a faites, c'est souvent dans le cadre de concours avec des thèmes imposés. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Kiyun, Magic, il n'y a pas eu de thème. Mais ce qui est important, je pense, c'est de mettre de son vécu en fait, dans nos histoires. Par exemple, Ichigo Daifuku, notre première histoire, alors c'était on bloquait au début, parce que on était parti à la base sur notre grosse série, alors qu'on était complètement débutants, donc c'était une grosse erreur. Et là, le fait de se retrouver dans un concours à devoir rentrer une histoire en 20 planches, c'était super compliqué, on n'y arrivait pas. Et en fait, pour la petite histoire, on s'était posé dans une pâtisserie pour écrire le scénario. Et Anne, à l'époque, t'étais enceinte. J'étais enceinte et j'avais commandé une tarte aux fraises. Et voilà. Et en la mangeant, d'un coup, il y a un souvenir qui m'est revenu en me disant la meilleure pâtisserie à la fraise que j'ai mangée, c'est un Ichigo Daifuku qu'on a mangé quand on était au Japon. Et on est partis tous les deux. En fait, on avait vraiment une. C'était quelque chose qui nous avait emballé, cette pâtisserie-là. Et on se dit, mais oui, mais c'est là-dessus qu'on va partir, on va parler de cette pâtisserie. Ouais. Parce que, en fait, pour écrire une histoire, il faut voir le message que vous voulez passer. Et nous, notamment pour Ichigo Daifuku, c'était la première histoire, on voulait faire rire les gens. Et du coup, en pensant à ça, à la première fois qu'on avait mangé un Ichigo Daifuku, c'était tellement un bon souvenir qu'on s'est dit, on va se baser là-dessus, en fait. On va partir d'un bon souvenir pour faire rigoler les gens. Ouais. Et du coup, on s'est dit, si on part sur une pâtisserie, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ça serait pas mal de partir sur un truc à la Top Chef, un concours de cuisine. Et forcément, après, il vient toutes les références qui vont bien. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'il faut mettre de son vécu, vraiment. Ouais. Comme quoi, des fois, ça part de rien. D'ailleurs, allez jusqu'au bout du one-shot, si jamais vous le... Alors, commandez-le en papier, bien sûr, sur le Ulule, mais si jamais vous le lisez sur Draft, parce que, justement, vous parliez de faire rire les gens, et notamment la dernière planche est très très drôle, le retournement à la fin. J'en dis pas plus, mais effectivement, ça marche bien. C'était aussi une des contraintes qu'on s'était imposées sur cette histoire-là. On voulait qu'à la fin, le lecteur soit surpris. C'est réussi. On n'en dira pas plus, parce que sinon on va spoiler, mais voilà. Oborognon qui nous demande dans le chat le nom et l'adresse de la boulangerie, parce qu'il voudrait y aller pour avoir du coup la même pâtisserie et avoir votre talent. On va bien à la maison, ça amènera. Du coup, vous êtes aussi, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais vous êtes aussi parents. Donc vous avez 2 filles, si je me trompe pas, une plus grande que l'autre. Oui. Alors, il y en a une de 18 ans qui, depuis la rentrée, vit toute seule chez elle. Elle est partie faire la fac un peu plus loin. Et une de 2 ans. Voilà, que j'ai gardé en fait. En fait, quand j'ai quitté mon travail, le deal c'était... Anne était enceinte, elle n'avait pas encore accouché, et le deal c'était que je garde Yui, notre petite, jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. En fait. D'accord. Donc voilà.
Donc, en fait, pendant ces 2 dernières années, je dessinais pas tant que ça parce que je gardais Yui en journée. Papa à la maison, Donc, quoi. ouais, donc je dessinais quand elle faisait la sieste, en fait. Ok, et justement, comment gérer le temps? Alors là, justement, avec un enfant en bas âge, comment gérer les emplois du temps? Est-ce que vous avez des petits conseils là-dessus pour les gens qui écoutent? Ben nous, on se décale en fait. Ouais, on se décale. C'est-à-dire qu'on se lève très tôt le matin pour dessiner. Ouais, on se lève entre 4-5 heures pour dessiner. Et ensuite le soir. Et le soir. On dessine le soir, quand la petite est couchée. Et moi, parfois, je dessine sur la pause de midi. Donc, mes collègues découvrent l'évolution tout doucement des dessins. Alors, ils sont là. Mais comment tu fais ça? Et pourquoi tu fais comme ça? Donc, voilà. On n'a pas bien le choix. Hein, il faut se dégager du temps. Donc, Ouais. Justement, on nous demande dans le chat comment des astuces pour enlever le vomi des dessins si on a des petits enfants. Nous, on a la chance de dessiner sur tablette. On n'est pas en traditionnel. Donc, les écrans, ça se nettoie bien. Ça se nettoie bien, un chiffon, une lingette. D'ailleurs, on attend du coup vos captures d'écran à tous dans le chat là demain à 5h du matin pour faire vos planches. On attend ça. Et du coup, est-ce que, puisque votre grande, 18 ans, rentre à la fac, comment elle le voit, le fait que vous faites du manga, du coup, parce qu'avant vous disiez que justement pour les générations d'avant, c'est un petit peu compliqué de devenir professionnel ou semi-pro dans le manga. Comment, du coup, la génération d'après le prend? Alors, elle est fan. Elle est fan, elle est fière. Elle est fière, elle en parle à chaque fois à ses copines, à ses copains. Elle est à fond. Et d'ailleurs, elle nous a fait une sacrée surprise parce que nous, forcément, on s'était dit on va lui garder un petit exemplaire pour elle. Et en fait, elle a participé à la campagne. Elle s'est mis de l'argent de côté et elle a participé, elle a pris un pack. Super. Donc on était fiers, quoi. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir, nous, que les nouvelles générations, elles soient à fond dans le manga, qu'elles fassent repartir le manga. Ouais. C'est vrai qu'à notre époque, c'était un peu... Enfin, c'était pas la même, quoi. C'était un peu confidentiel, le manga. Et là, de voir que... Enfin, je veux dire, par exemple, notre grande, elle a passé tout son passe culture... dans le manga. Le passe manga. Passe manga, c'est un passe manga, clairement. Ouais, et on a d'ailleurs, on peut le fêter là, mais on a repris la 2e place au classement mondial des lecteurs de manga, parce que les États-Unis l'avaient repris. Alors j'ai plus les dates exactes, mais ça doit être en 2019 ou 2020. Et puis, grâce au confinement et grâce à la nouvelle génération, c'est vrai que la nouvelle génération, c'est un truc de dingue niveau lecture de manga. Enfin, les chiffres sont complètement dingues. Alors, je fais une formation à côté dans l'édition et du coup, on nous a dit là très récemment, une BD vendue sur 2 en France, c'est du manga. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. C'est aussi pour ça, j'espère que ça va faire éclore, comme vous, mais comme plein d'autres artistes, plein d'autres auteurs de manga français. Ça va être super parce que plus il y a de lecteurs, forcément, plus il y aura d'auteurs. Alors, c'est marrant parce que du coup, je raconte un peu ma life des fois, mais dans les rapports, dans les trucs comme ça que donnent pas les maisons d'édition, mais les syndicats ou directement par exemple le ministère de la Culture, etc. Avant, ils le faisaient pas trop, enfin, ils le faisaient davantage, pardon, mais maintenant ils peuvent plus le faire parce que les chiffres du manga sont tellement dingues. Mais du coup, avant, ils séparaient, ils mettaient BD franco-belge au niveau des ventes et à côté BD, manga, comics, autres, etc. Mais sauf que maintenant, le manga a pris une part tellement importante qu'ils peuvent plus cacher le fait que c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Ça fait plaisir. C'est clair. On s'est pas trompé, le manga, c'est la vie. S'il faut retenir un truc de ce soir, enfin de cet épisode, c'est ça. Non, mais il y a un engouement vraiment, pas que pour la lecture. Enfin, moi, par exemple, cette année, je donne des cours de manga dans un centre social et c'est à des petits de entre 10 et 15 ans. Et ils sont là, donc ils sont à fond dans le manga, dans la lecture, mais aussi dans le dessin. Et c'est génial. Ils sont vraiment passionnés. Ouais. Et ils ont envie de progresser, ils ont envie de dessiner leur héros préféré et d'inventer leur personnage. Enfin, c'est là où il y a vraiment un réel engouement. Ça y est, ça prend bien, c'est quand ils veulent créer leurs propres histoires. Là, tu dis, c'est bon, c'est gagné.
Alors justement, on a une question un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous comptez former vos enfants au dessin pour les exploiter ou, enfin, eux, les engager en tant qu'assistants décor? Alors, la La grande, grande, c'est trop tard, elle est c'est trop partie. tard, elle est partie. Puis, elle a essayé de faire des dessins. Bon, c'est pas trop. Le talent y est pas forcément. Elle est très bonne en lettrage. Ouais. Moi, elle m'impressionne quand elle fait. Parce qu'elle aime bien faire des choses comme ça. Elle est très très douée en lettrage. Je pense que la calligraphie, ça c'est une bonne chose. Mais bon, le manga, non. Et la petite, à voir. Ouais, la petite, si, on va faire assistante, décor. On verra bien. Alors c'est très drôle parce que maintenant, à la maison, forcément, sur la télé, des fois, on a l'ordinateur qui tourne. Il y a le Ulule qui est là parce qu'on rafraîchit. Et quand elle voit ça, elle fait oh, papa, maman. Alors elle voit nos avatars. Elle reconnaît nos avatars en fait. Papa, maman, c'est trop mignon. Vous passez à la télé. Vous êtes des stars, hein, Pour elle, oui. je pense. Autant que les titounis. Oui, Kin nous dit qu'elle va s'en occuper et qu'elle fera du manga. Et donc vous disiez tout à l'heure, vous êtes en digital sur tablette. Oui. Est-ce que vous avez des conseils de ce côté-là? Quel logiciel? Alors, je suppose Clip Studio Paint. Oui. Ouais. Il fait tout, il est génial. Avant, on était sur Photoshop quand même. Ah oui, on avait commencé. Pendant très longtemps, on a fait Photoshop. Et c'est toujours. En fait, Clip Studio est, on va pas dire 10 fois mieux, mais il est fait pour ça en fait. Alors que Photoshop, il n'est pas forcément. Il faut aller bidouiller, il faut créer ses propres trames. Les cases, tu les as pas. Il faut. Voilà. Alors que Clip Studio, tout est prévu pour ça. Ça rame moins aussi. Et Clip Studio il gère mieux les gros fichiers. Et puis c'est fait pour. Hein, il y a des options pour créer des cases. Non, les bulles, tout est. C'est facile en fait. Une fois que tu as ça, tu n'as pas besoin de rien. Et encore, on n'a pas tout exploité. Hein, non, il y a comme fonctionnalité. Ouais. D'ailleurs, il y a Yo-One qui va sortir Silence chez Kana en début d'année prochaine, qui propose des petits vlogs sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder ça. Et du coup, il montre un peu aussi Clip Studio. Et donc, il y a justement une fonction là qui est des fois pas connue des auteurs, mais qui permet de mettre ces planches en maquette tout simplement pour imprimer après derrière. Et du coup, on peut avoir toutes les planches avec leur position gauche-droite, etc., les bords perdus, tout ça. Donc ça, effectivement, c'est vraiment génial. Et est-ce que vous auriez des conseils au niveau du digital pour appréhender tout ça? Oui, alors moi, le conseil que j'aurais, c'est que parce que moi, j'ai basculé au digital en rencontrant Anne. Quand je me suis remis au dessin, elle m'a dit direct, tu dessines sur tablette. Et elle m'a pas laissé le choix. Et ça a été un peu compliqué en fait. Et je pense que le piège où il faut pas tomber dans le digital, c'est que il faut essayer de se rapprocher le plus possible du traditionnel. C'est-à-dire que en digital, on a vite fait de CTRL Z. Ouais. Et ça, donc, il faut vraiment garder à l'esprit de conserver l'erreur, en fait. Et de pas se dire, bon, de toute façon, je peux effacer et recommencer indéfiniment. Parce qu'on recommence indéfiniment et on perd beaucoup de temps. Et aussi de pas trop zoomer. Moi, je suis tombé dans le piège de vraiment zoomer pratiquement au pixel. Il y a des détails qui a l'impression ne se voient pas, en fait. Et du coup, je pense qu'on peut se permettre de zoomer, mais pas trop, en fait. Zoomer, se limiter peut-être à la case, en fait, et pas plus. C'était le dessinateur de Berserk qui faisait ça, hein, zoomait à mort. Qui se faisait engueuler par son éditeur parce qu'il zoomait à mort. Il lui avait interdit de zoomer, c'était écrit dans son contrat, je crois. Il avait plus le droit de zoomer. Les joueurs de foot n'ont pas le droit de faire du ski, c'est marqué dans leur contrat. Lui, il n'avait pas le droit de zoomer dans son logiciel. Il y a aussi un autre truc, c'est que, ok, la tablette, clairement, c'est un gain de papier, il y a plein d'avantages à la tablette, et il y a tout un tas d'outils.
Mais moi, je dis les outils, ok pour construire, mais une fois que tu te mets à ancrer, plus d'outils. Parce qu'on s'est rendu compte, ah ouais, moi je fais des traits super droits avec l'outil, mais ça perd, ça perd son âme en fait. C'est vrai. C'est moins naturel, c'est moins humain. Ouais, exactement. Trop propre. Ok, et donc plus du tout de tradi, pas de page chez vous Moi, de je collector. recommence un peu en fait au niveau des storyboards. Je reviens au papier crayon pour les storyboards. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai plus de facilité et je suis plus rapide aussi. Et moi j'ai fait du tradi pendant très longtemps, et juste au moment où j'ai rencontré Mine, je me suis acheté ma première tablette et ça m'a libérée. Fini les scanners où tu dessines en A3 et tu es obligé de scanner ton dessin en 2 fois et faire des raccords sur Photoshop. Top. Moi, je me pose encore la question de rebasculer en tradi pour les crayonnés et de juste ancrer en T'imagines digital. les crayons, enfin après tu peux modifier tes crayons au digital, mais ouais, la tête est pas assez grosse, le bras il est là. Voilà, faut scanner, faut scanner et cliner. Alors en revanche, une chose à laquelle je suis convaincu, c'est que alors j'adore le tradi, hein. Pourtant j'ai ancré en tradi 1 ou 2 fois seulement, mais j'ai adoré ça. J'avais un ressenti et un rendu qui je trouve extraordinaire. Mais malgré tout, je reste en digital pour l'ancrage parce que je suis sûr que en maîtrisant bien l'outil, je suis sûr qu'on peut faire aussi bien, voire mieux. D'accord. Et tu parlais des storyboards. Pour les storyboards, est-ce que vous auriez aussi des conseils de ce côté-là? Est-ce que vous faites tous les storyboards, enfin toutes les planches d'un chapitre par exemple sur la même page? Est-ce que vous faites deux pages de storyboard par page ou... Nous, on les construit, on travaille en double planche. Ok. Parce que c'est ce que le lecteur va voir. Et c'est mieux de travailler en double planche parce que bon, il y a des codes dans le manga, hein, notamment la dernière case qui doit appeler à tourner la page. Et puis même au niveau de la compo, il vaut mieux avoir les deux planches en face pour voir qu'elles s'harmonisent bien en fait. Faut pas qu'elles aient la même compo déjà, il faut qu'elles aillent bien ensemble. Faut pas que les lignes elles se suivent, parce qu'il faut pas que le lecteur il ait envie en lisant la page de droite d'aller directement sur la page de gauche parce que la ligne se suivrait. Donc faut faire attention à tout ça, qu'il y ait un petit décalage. Et puis qu'elles soient radicalement différentes, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir la même compo sur la page de gauche et la page de droite. Et puis aussi, quand on change de double planche, que la suivante ne correspond pas à celle qu'il y a juste avant. Puis travailler en double planche, on se pose plus la question, c'est une planche de droite, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? On peut vite se perdre, hein. Si on storyboard un tome entier, on se retrouve avec 180 planches. Je déborde pas. C'est ça aussi. Oui, il y a ça aussi qu'il faut savoir, tout ce qui est les bords perdus, à chaque fois si vous pouvez déborder d'un côté ou pas. Ça c'est vrai que c'est assez difficile. Mais c'est un commentaire d'ailleurs au niveau de la composition, de la mise en scène qu'on retrouve tout à l'heure. Je relisais un de vos one-shots et il y avait souvent dans les commentaires ce truc-là de la mise en scène est bien parce que j'ai à chaque fois envie de tourner la page, et il y a eu le commentaire plein de fois au cours de la lecture. Et donc ça, vraiment, on voit que c'est quelque chose qui est travaillé, qui est pensé à l'avance sur un storyboard. Mais je sais que vous êtes autodidacte, alors du coup, comment vous avez appris ces choses-là de la mise en scène, de la composition des planches, des cases? Je me souviens, on était très mauvais au début. C'est très mauvais au début. Et il faut aller chercher des avis, en fait, des critiques. On a quand même vu les bases dans les bouquins, parce qu'il y a pas mal de bouquins qui expliquent comment dire. Mais ça suffit pas. Ça pose juste les bases. Et après, les meilleurs avis, c'est les lecteurs. Alors les lecteurs, de manga ou pas d'ailleurs, hein, je pense que ceux qui ne lisent pas le manga, c'est encore mieux. Oui. Beaucoup mieux. Moi, j'ai fait dire à des collègues qui ont une 60aine d'années, proche retraite, justement My Brother qui est sans texte, pour savoir si elle comprenait. Et en fait, on se rend compte s'il y a des manquements,
la personne qui n'est pas habituée à lire le manga, elle ne comprendra pas. Il faut juste leur expliquer dans quel ordre ça se lit. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, si vous faites lire à des gens qui lisent déjà du manga, ils ont les codes. Donc même si en tant qu'auteur amateur, on peut rater un petit placement de bulle, un petit placement de case, etc., le lecteur habitué va pas forcément y faire attention. Alors qu'un lecteur totalement novice en manga, s'il y a un code qui est pas respecté, il va tout de suite le repérer et vous le saurez tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un truc, un conseil que vous donnerez de demander des avis, de ne pas avoir peur des critiques. Il faut surtout pas avoir peur des critiques, c'est ce qui fait le plus vite évoluer. Il faut aussi préparer parce qu'on se prend des claques, clairement. Mais c'est ce qui fait le progresser le plus. Alors il faut être ouvert aussi. Il faut se dire, s'il y a une remarque qui a été faite, c'est pas pour rien. Que le lecteur soit expérimenté ou pas. Et faut la prendre en compte. Faut pas réagir à chaud parce que ça pique. Mais faut le travailler, le digérer et puis derrière réagir et appliquer. Et les personnes à qui demander, donc il faut demander à des lecteurs, mais aussi et surtout à des professionnels. C'est ceux qui auront l'œil le plus exercé. Nous on a pas mal tourné en convention justement pour justement demander l'avis des auteurs, alors les auteurs amateurs ou pros, et les éditeurs quand on arrivait à les avoir. Oui, parce que papa et maman vous diront toujours c'est bien ce que tu fais. Oui, les proches. Ce sont des proches. Ils sont toujours contents. Donc oui, il faut aller chercher l'avis des autres. Et est-ce que vous vous souvenez par exemple d'une critique qui sur le moment peut-être vous l'avez pris un petit peu à chaud et puis finalement vous avez vu que vous avez fait énormément progresser? C'est un peu difficile comme question. Il faut se souvenir de... Je ne dirais pas qui, mais un jour on nous a dit que nos colos étaient bons pour être sur les camions de fête foraine. D'accord. Quand on parle des camions de fête foraine, on parle des vieux dessins un peu Disney qui essayent de ressembler à du Disney, là, c'est ça? Voilà. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ah oui. Donc oui, ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, bon, on va retravailler les colos. Donc voilà. Bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire sur les colos. C'est pas notre point fort. Mais c'est vrai que celle-là, elle a piqué. D'accord. Bon, après, il faut bien s'y connaître et puis il faut complètement changer de voie et aller dans le graphisme de fête foraine. Mais là... Je pensais avec King, justement, monter un camion de churros. D'accord. Je serai le premier acheteur. Hein. Mais, si jamais... En parlant de King d'ailleurs, un autre conseil, toujours concernant les critiques, c'est ce qu'on peut conseiller aux auteurs, débutants ou pas d'ailleurs, de se monter un groupe en fait, d'auteurs, d'artistes, de confiance, vraiment de confiance. Et nous, par exemple, on a monté un groupe sur Discord, les clampeurs, on s'appelle. Et voilà, on se fait totalement confiance et on se dit les choses. On se dit les choses, on met les formes, mais on se dit les choses, on va même chercher la petite bête, mais on se le dit. Et on se le dit souvent, mais notre groupe, il a quoi, il y a un an et demi, et tout seul, les projets qu'on a fait en un an et demi, on les aurait probablement fait en 3-4 ans. Donc on a gagné énormément de temps avec ce groupe. Énormément. Ça nous fait évoluer, ça... Puis on sait que les critiques qui sont émises dans ce groupe-là, c'est pas pour être méchant. C'est vraiment, si c'est dit, c'est pour faire progresser. Et d'ailleurs, on a insisté parce qu'au début, les critiques, elles étaient un petit peu là. Tu sentais, on se connaissait pas encore trop bien, donc on était gentils. Mais maintenant, ça y va, quoi. Mais ça fait progresser très, très, très vite. Et voilà, il faut s'entourer vraiment de personnes de confiance. Ouais, comme ça, vous savez déjà que les critiques seront là pour vous faire progresser, quoi. Ouais, parce que dans le groupe, on a tous le même objectif, c'est de se faire éditer. Donc, enfin voilà, déjà, on a quasiment à peu près le même niveau dans le groupe. Ça aussi, c'est important de ne pas prendre des personnes avec des niveaux trop éloignés. Ouais.
Et d'avoir à peu près le même niveau, ça permet de tous progresser ensemble en même temps, en fait. Et puis on avait tous plus ou moins le même niveau, mais sur des choses différentes. Ouais. Et du coup, on s'est apporté mutuellement, chacun a apporté avait son domaine d'expertise, en fait. Ouais. Pas expertise, il dit. On était un peu meilleurs dans un domaine. Donc voilà, rejoignez des auteurs que vous connaissez, que vous aimez bien, qui vous feront progresser. Faites des collectifs. Ne sortez pas de magazines de prépublication sur le web, ça c'est nous. Mais voilà, entraidez-vous, c'est clair. Alors nous, notre groupe, ce que je conseillerais, c'est de pas faire des gros groupes non plus. Hein. Ouais. Nous, on est 5-6, c'est bien. Après, quand des groupes de 50 personnes, je pense que c'est peut-être moins efficace. Puis, tu les connais pas forcément, les 50. Et après, la critique est beaucoup plus difficile à la fois à donner et à prendre. C'est clair. Est-ce qu'on peut avoir des noms ou est-ce que c'est secret sur votre groupe de travail? Je pense en connaître quelques-uns. Vas-y, pardon. Il y a Ayaluna, il y a Charles Compin, il y a Monkey, Lao et nous. Donc il y a déjà la moitié du groupe qui est passé dans le Keep on Talk, j'ai l'impression. D'ailleurs, pour enchaîner avec ça, et on va revenir un petit peu sur les concours, puisque les one-shots au départ, vous les faisiez principalement pour les concours. Donc vous aviez été dans la liste, si je ne me trompe pas, des 10 sélectionnés au Magic 2021. Les 5 sélectionnés, ok. Les 2 derniers français avec le gagnant. Et vous avez été aussi 3e, donc prix du public au concours Manga Draft, qui a été organisé un petit peu avant l'été dernier, avec du coup Satane Sentai. Vous, est-ce que c'est aussi dans le même esprit de faire des histoires courtes, d'en profiter si on fait des histoires courtes pour justement proposer ces histoires à des concours et avoir des avis derrière? Ou c'était que pour gagner l'argent des concours? Ah non, c'était... Non, alors... c'est raté sinon. Je dirais même que on les faisait même plus pour gagner. Non, c'était pas pour gagner. Déjà de base, les premiers qu'on a fait, c'était pas pour gagner. Ouais. C'était vraiment pour finir les histoires parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça nous donnait des deadlines et que ça nous challengeait parce qu'on a tendance à tellement vouloir être parfait dans les planches qu'on rend que finalement, si on n'a pas de deadline, on finit jamais nos histoires. Ouais. Ça, c'est un problème aussi du monde amateur quand forcément on n'a pas de contrat, etc. Fixez-vous des deadlines quoi, pour pouvoir avancer. Dites-vous, je sors un chapitre, même un chapitre tous les 6 mois par exemple, ça peut paraître long, mais si en 2 ans ça fera 4 chapitres ou 4 one-shots, donc déjà ça fait une belle progression. Alors on nous demande dans le chat c'est quoi les Magic. Alors c'est le Magic, en fait c'est le concours de one-shot qui est organisé par une convention sur Monaco. Qui est en lien, alors si je dis pas de bêtises, entre Shibuya Productions et entre la maison d'édition du Shonen Jump, donc la Shueisha, si je me trompe pas. Et donc les derniers gagnants, c'était Seldon et Toan avec Imago, qui vont sortir d'ailleurs un nouveau projet très prochainement. Donc voilà, si on leur passe un petit coucou aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est Shibuya Productions et la Shueisha aussi nous confirme Kin, qui a terminé 2e au Magic 2020, si je me trompe pas non plus. Mais normalement je me trompe pas parce qu'on l'a fêté aussi au Keep on Dream, puisque c'était une ancienne auteure du magazine, donc on était très contents. Très content pour elle. Et d'ailleurs, Kin, vous allez en entendre parler très bientôt aussi, puisqu'il y a une grosse actu qui arrivera l'année prochaine. Ah bon?
Mais on ne va pas en dire plus ce soir. On fera. Alors, je peux déjà l'annoncer, mais je pense qu'on fera un épisode du podcast hein, pour l'occasion. On sera là dans le chat La vanne. pour la vanner avec Obo. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau de la conception, du matériel. Est-ce que vous, il y aurait d'autres conseils de ce côté-là que vous auriez? Ouais, moi je dirais c'est de pas vouloir aller trop vite. C'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir faire déjà une série, à faire des dessins très compliqués, des découpages très compliqués. Et nous, on est tombé dans le piège, hein, clairement. Et on se retrouve encore aujourd'hui à retravailler des bases. Donc, si moi j'ai un conseil à donner, c'est travailler bien les bases au début. Et c'est facile à dire parce que forcément, on a tous envie d'aller vite et de signer vite avec un éditeur. Mais ouais, au début, consolidez bien vos bases Ouais. avant de vous lancer dans des choses compliquées. Travailler le scénario aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les bases du dessin. Non, Il y a aussi non, les bases du scénario, de la mise en page. Enfin, le manga, c'est très, 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 très complet. Ouais, il faut pas négliger l'aspect scénario. Tout à l'heure, vous parliez de livres. Est-ce que vous en avez là en tête, par exemple, pour apprendre justement ces bases-là? Oui, il y a pour le scénario, il y a de Scott McCloud. Comment ça s'appelle déjà? La théorie du scénario? Non. Scott McCloud, on a tout ce qui est réinventer la bande dessinée, faire de la bande dessinée, enfin les 3 tomes de... Ouais, Il y a ça. Après, sur Internet, on trouve les étapes de Campbell. Ouais. Ça aide. Et puis, il y a aussi John Truby. ouais. C'est des approches différentes de scénario, mais qui, pour moi, sont complémentaires. Ouais. Et Ouais. après, il ne faut pas hésiter à utiliser qu'une seule des méthodes par one-shot pour dire de la maîtriser avant d'essayer de mélanger les deux. Parce que Ouais. c'est un peu plus tôt. Alors attention, non, pas Troubi, je sais plus, alors je l'ai trop loin là sous les yeux. Mais il y en avait un qui reprenait justement les étapes de Campbell, mais qui est en anglais, malheureusement. Je le retrouverai un jour, peut-être pour le prochain podcast dans 6 mois, mais il est bien trop loin du bureau pour que je puisse aller le chercher. Mais en tout cas, si par exemple vous prenez les étapes de Campbell, vous pouvez trouver... enfin, tu me dis, Anne, si jamais je dis des bêtises, mais vous pouvez trouver assez facilement les étapes et les explications sur Internet. N'allez pas directement acheter le livre, je crois que c'est Le héros aux 1001 visages, Ouais, c'est ça. qui est plus, qui se rapproche plus de la thèse de doctorat et qui vraiment étudie en profondeur les choses. Et si vous êtes vraiment novice en scénario, etc., le livre de Campbell peut être vite effrayant, alors que vous allez vite trouver sur Internet, même des vidéos YouTube, etc., vous expliquant le mythe et les étapes. Ouais. Et puis en plus, il y en a certains qui ont fait les étapes clés à pas louper, ou alors parce qu'il y a plusieurs. Il y a la théorie condensée, puis il y a la vraie théorie avec toutes les étapes. Et franchement, on trouve facilement. Ouais, et puis ça reste assez simple à comprendre sur Internet. Et ils prennent souvent des exemples Star Wars, avec Star Wars notamment, pour expliquer Campbell. Donc du coup, on comprend assez bien comment ça fonctionne. Ouais, parce qu'on a les gros mythes de la culture pop. Effectivement, Star Wars, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, ça respecte, les 3 respectent assez bien. Même très bien pour Star Wars notamment, puisque George Lucas était un lecteur de Campbell, donc ouais. Donc on s'y retrouve. Donc on a ces livres-là pour le scénario. Est-ce que pour le dessin, vous avez aussi des livres? Est-ce que, par exemple, on a eu, je sais plus avec quel invité, mais qui disait d'aller directement lire en fait les one-shots ou les chapitres 1 des grosses séries dont on est fan, du Jump ou d'autres magazines japonais, pour justement essayer de décortiquer les codes et pouvoir les répéter après. Est-ce que ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que vous faites aussi? Alors, oui, on l'a fait. On l'a fait. Moi, je trouve que pour comprendre un auteur de manga, la copie, c'est pas mal aussi. Ouais. Alors, pas pour la vendre en salon et faire des thunes, non, vraiment pour la copie, pour apprendre. C'est-à-dire, ah bah j'aime bien cette planche de manga, pourquoi je l'aime bien? Bah, je vais la redessiner pour voir si j'y arrive déjà. Et en redessinant, en fait, tu comprends comment il a construit.
c'est vachement intéressant. Et pour le dessin, pareil, hors planche, par exemple, pour les illustrations aussi? Oui, Ah oui, oui, oui. alors ça, on m'en avait montré ça. Il y a des mangaka qui, quand ils font des illustrations, c'est Tite Kubo qui est incroyable. Ces illustrations, elles sont construites comme des planches de manga. Elles t'indiquent où il faut regarder. Alors justement, ça c'est très intéressant pour les tout jeunes auteurs. Comment et qu'est-ce qui fait qu'on va diriger l'œil du lecteur sur les planches? Ah ouais, alors ça c'est important. C'est vrai que Mm. ça fait partie des codes du manga. Hein. Ouais. Alors, bon, vous savez, à la lecture, généralement, elle se fait de droite à gauche et de haut en bas. Et idéalement, en fait, il faut guider l'œil du lecteur pour passer d'une case à l'autre et le ramener à la ligne du dessous. Et pour ça, il y a plein d'astuces en fait. Hein. C'est Tite Kubo, justement, il le fait très bien. C'est par exemple sur la case de droite qui doit pour guider sur la gauche, par exemple, ça peut être, je sais pas, une main tendue sur la case d'à côté, ou l'œil qui regarde sur la case de gauche. Et voilà, des petits éléments qui guident en fait l'œil du lecteur vers la case suivante. Et ouais, il utilise beaucoup les regards, Tite Kubo, parce que il y a une théorie qui dit que l'œil humain est attiré par le regard, parce que forcément c'est ça qui identifie l'être humain. Et du coup, quand on lit une planche, on a tendance à chercher les regards sur cette planche-là. Et il est très fort pour ça. Il va te mettre un gros point avec un œil parce qu'il veut que tu ailles regarder à cet endroit-là sur la planche une fois que tu as fini le mouvement. Et ça marche plutôt pas mal. C'est un exercice compliqué. Hein. Ouais. Mais en fait, on se rend pas compte, mais ça soulage vachement le lecteur. En fait, ça fluidifie la lecture et c'est ce qui donne. Ça participe à donner l'impression que ça se lise tout seul, en fait. Ouais. Et si jamais c'est encore un peu trop difficile pour des jeunes auteurs de penser à diversifier à chaque fois sur les cases d'autres choses pour amener le lecteur sur ce qu'on doit lui faire voir. J'ai envie de dire, n'oubliez pas aussi que le lecteur va lire les bulles, forcément, donc il va passer par le chemin des bulles. Donc tout ce que vous allez mettre entre deux lignes droites de bulles, ça va lui arriver directement. Justement, vu que vous parlez de Tite Kubo, quelles sont vos influences, vos inspirations? Déjà pour commencer, vos inspirations manga, tout simplement. Moi, on l'a dit, Bleach. Et en ce moment, j'aime bien. Alors, j'ai beaucoup aimé Black Torch. On sent que l'auteur de Black Torch est un grand fan de Tite Kubo. Et là, j'ai commencé sa deuxième série, Earth Gear. J'aime toujours autant. Visuellement, ça me plaît. Et puis son découpage, c'est quand même l'un des premiers mangaka que je lis qui n'utilise pas les lignes de vitesse. Ouais, ça c'est impressionnant. Ouais. Le mec, il utilise de faire du mouvement et du dynamisme sans ligne de vitesse pendant les combats, notamment. Ouais, c'est super balèze. Ouais. Et puis ce côté cracra qu'il a dans l'ancrage, j'adore. Et donc le retour de Bleach? Je l'attends depuis 10 ans. Ils annoncent, je sais plus, 200 chapitres, je crois. Je suis bien là. Ouais, surtout que la fin, elle avait été décevante, le dernier arc. J'ai hâte. En plus, je suis sûre qu'il a. Alors là, j'ai vu une illustration là, qui est sortie, là, mais c'est trop beau. Je veux encore. C'est pas assez 200 chapitres, un peu plus. Et toi, Mine, du coup, tes inspirations, tes influences manga? Alors, j'étais très Dragon Ball quand j'étais petit. Et après, en version papier, je suis tombé sur Video Girl Eye de Masakazu Katsura. Et voilà, et je me suis vraiment pris une claque graphique et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas que du style Dragon Ball dans la vie. Et alors, je sais pas, je pense que ça se ressent un peu dans mon style aujourd'hui. Et après, j'ai découvert Gun entre-temps. Ouais. Même encore aujourd'hui, Gun, c'est ma référence. C'est ma bible. Et c'est ça que je vais faire plus tard. Et c'est pour ça que le scénariste qui nous a contacté, ça nous intéresse ce qu'il propose, parce que on part un peu dans du Dark Seinen, c'est pas tout à fait le même univers, mais bon, ça se rapproche un peu plus de Gun déjà. Ouais. Alors justement, pour parler univers, on a une belle question justement de votre éditeur Nazca Édition.
qui nous demande, ou plutôt qui vous demande, est-ce que vous travaillez avec une musique ou un tempo pour l'écriture ou la mise en scène, parce qu'il a cette impression de tempo dans votre mise en scène. Non, alors pour l'écriture de scénario, non, mais moi en tout cas, quand je crayonne et quand j'encre, je fais toujours en musique. Est-ce que tu rapproches les musiques à l'ambiance de ce que tu es en train de Non. dessiner ou pas du tout? Ah non, non. Par contre, non. Bandmail. Elle râle parce que j'écoute toujours tout le temps en bande. Mais ça me donne la pêche, donc... À 5h du matin? Ouais, mais bon. Mais du coup, est-ce que maintenant, qu'est-ce qui vous influence, que ce soit dans les récits, dans les films, dans les romans ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous arrivez à prendre et à mettre dans vos histoires? Alors, moi, ce que j'aimerais mettre, c'est parce qu'on a travaillé beaucoup de choses ces dernières années avec à travers ces one-shots. Et moi, aujourd'hui, c'est l'émotion. Vraiment, l'émotion dans toutes ses formes et surtout, en fait, faire réagir le lecteur. Et je prends souvent comme référence Game of Thrones. Bon, la fin était décevante, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais ce que je retiens, moi, de Game of Thrones, c'est que ça nous fait réagir, en bien ou en mal. Ça nous fait rager, ça nous fait jubiler. Et c'est ça que moi, je cherche aujourd'hui à faire. Adorer détester un personnage. Ouais. Moi, c'est ce que je voudrais faire. Ouais. Créer des personnages qui sont si détestables qu'on adore les détester. C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Enfin, vous nous en parlez tout à l'heure avec le tout premier Ichigo Daifuku où il fallait faire rire du coup les lecteurs. Je pense par exemple à Ichigo Kare aussi où c'est beaucoup plus sur justement l'identité, etc. Donc ça fait réagir aussi le lecteur puisqu'il se place comme ça à la découverte en même temps que le personnage. Donc c'est vrai que ça se voit aussi, même si vous accentuez le travail là-dessus, ça se voit quand même, donc c'est très sympa. Mais pour l'instant, j'ai pas lu, moi, de personnages, justement, à part peut-être dans... mince, je n'ai plus... si, dans le tout premier, avec justement la déesse du caprice. Mais sinon, après, pour l'instant, j'ai hâte de voir du coup dans le prochain projet s'il y a un personnage qu'on adore détester. C'est difficile dans les one-shots de si peu de planches de créer un personnage suffisamment détestable. Donc c'est ça qui nous manque dans les one-shots. Ouais, c'est vrai qu'on a hâte d'attaquer une série justement pour avoir plus de place et pour développer et faire évoluer les personnages. Ouais. Justement, Oborognon qui nous demande quelle partie de l'histoire vous préférez confectionner? L'intro, les péripéties, le dénouement? Ouais, moi j'aime bien le dénouement. C'est là où on va pouvoir... c'est là où on met la morale, c'est là où on met le petit twist s'il y en a. Ouais. Justement, comme vous parliez des thèmes, et là tu parles de la morale, est-ce que ça c'est quelque chose vraiment que vous définissez vraiment à l'avance et de faire ressortir un message de l'œuvre à chaque fois? Ouais. C'est le but de notre histoire en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on va expliquer aussi dans les planches bonus qu'on est en train de faire, qu'on va intercaler entre chaque one-shot. C'est justement, on met une part de nous dans chacune des histoires et le message qu'on veut faire passer à chaque fois. Alors, c'est pas vraiment une morale, c'est plus un message qu'on va faire passer. Ok. En tout cas, moi j'ai très hâte de vous rencontrer en vrai à la Pictasia. De me faire dédicacer, de me faire redédicacer mon tome, puisque je vais sûrement prendre un tome dédicacé aussi. Je suis un mauvais élève, j'ai pas encore participé. Pas bien. J'écouterai le podcast pour savoir si je dois participer afin d'avoir les arguments. Alors justement dans le chat ils ont très hâte aussi d'avoir le papier. Je suppose justement quand on parlait un petit peu de réussite ou d'acceptation par rapport par exemple à la famille, etc. J'imagine que quand vous allez leur présenter l'anthologie papier dans les mains, ça va aussi faire quelque chose. Ah ouais, moi j'ai hâte de l'offrir à mes parents. Ouais.
Après, il y a beaucoup de membres de notre famille, quasi tous, qui ont participé. Donc, ils vont le recevoir. On sera pas là. C'est ça qui. Enfin, moi, j'aurais bien voulu être là quand ils le reçoivent. Une petite souris pour voir. Mais ouais, je pense que ça va être une fierté Ouais. pour nous aussi. Puis surtout, ça va faire peut-être qu'ils vont encore plus se rendre compte du truc, etc. Le fait que ça soit, ils vont se dire c'est vraiment professionnel le fait d'avoir le papier. Enfin, je peux vous dire que par exemple, là, pour avoir reçu aujourd'hui les numéros, enfin le numéro 22 papier, l'artbook de Golden Voice, ça faisait quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir nos noms dessus, parce qu'on n'a pas pris de pseudo, nous on a gardé nos vrais noms. Et ouais, il y a une petite fierté là-dedans aussi. C'était un choix dès le départ, justement, ce truc-là du nom d'auteur? En fait, au départ, on s'était dit on va prendre un pseudo. Et puis finalement, à force de se présenter en tant qu'Anémine, il y a beaucoup de gens qui nous disent putain, vous avez des prénoms qui claquent bien, qui vont bien ensemble. Ouais, ça va bien ensemble et tout. Et puis finalement, juste Anémine, bah, non, on voulait aussi laisser notre nom sur dans l'histoire, même si ça, voilà, c'est une trace. Une petite trace, quoi. Donc, ouais, donc, du coup, allez, on garde nos noms et nos prénoms en avant. Pas d'identité secrète, pas de masque. C'est vrai qu'on assume plus aussi le fait de se montrer, là, comme aujourd'hui. Et puis, ouais, de faire apparaître nos vrais noms. Puis c'est aussi courageux aussi quelque part de garder son nom sur des œuvres quand on commence, sur des œuvres, d'avoir son vrai nom et de dire oui, effectivement, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ça doit être. Faut assumer aussi. Manga Medi de France qui nous demande est-ce qu'on aura d'autres histoires Ichigo plus tard pour d'autres one-shots par exemple? C'est pas fermé. C'est pas fermé. On nous a souvent demandé d'ailleurs une suite à Ichigo Daifuku, les suites des aventures de la déesse, et qu'on avait commencé. On avait commencé. Et puis finalement, je sais pas pourquoi on l'avait pas fait. Bah, on est parti sur un autre concours. Du coup, on l'a laissé tomber parce qu'il n'y avait pas de deadline. Mais pourquoi pas plus tard. Mais il y a des persos comme ça, par exemple la déesse, plus tard, on attend d'avoir plus d'expérience, mais on va attaquer notre série, notre projet de cœur. Et on intégrera la déesse dedans. Ouais, on aimerait bien faire des petits personnages comme ça qui font le coucou que seuls les lecteurs d'Ichigo Stories reconnaîtront, mais c'est pour notre petite... on est content de les mettre. Et c'est vrai que c'est des personnages qu'on aime bien. Donc, notre histoire de cœur, c'est Fruit of Mind. On est en train de remanier l'histoire. Et du coup, la déesse apparaîtrait dans Fruit of Mind. On trouve que les univers peuvent bien concorder. Donc, ok. Sinon, il faut dire à 500 ou 600% de l'objectif, il y aura d'autres one-shots. Mais bon, ce serait pas très legit comme stratégie commerciale. Publicité mensongère. Voilà. Mais c'est pas fermé. C'est vrai que si au fur et à mesure on trouve un peu de temps pour faire des petits one-shots, pourquoi pas faire. Parce que notre kiff, de toute façon, ça sera toujours de travailler autour de la fraise. Donc, pourquoi pas un Ichigo Story 2 avec 6 one-shots et 6 suites. Les 6 suites, ça serait marrant. Bah oui. Pourquoi pas plus tard, On nous parle d'Anémineverse dans le chat. C'est pas mal ça. Avec une adaptation avec chaque héros de chaque one-shot qui revient des années plus tard. Des films, on dit pas non. Une adaptation dans les plans, là. Il y a un contrat audiovisuel qui a été signé en même temps que le contrat d'édition. Alors là, on a une très bonne blague. Je pense que je vais la faire. De Dobo, qui nous dit « Je vous propose un nouveau palier pour la campagne avec un Daifuku à la menthe. Et ce serait le Anemint. » C'est qui? C'est Obo. C'est Obo. Obo, ça m'étonne pas. Merci Obo pour la blague. On arrive tranquillement aux 2 heures déjà d'interview, ça passe vite. Ça passe très très vite. Est-ce que vous voulez revenir sur des sujets en particulier, revenir sur la campagne ou je ne sais pas?
Bah, ouais, sur la campagne, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page. On a essayé de poster pas mal le visuel avec Nazca. Donc on a raconté un peu notre petite Ouais. histoire sous forme de BD. Et On a il y a, essayé de rendre ça divertissant pour pas que ça soit ouais, trop. il y a deux vidéos. Il y a 2 vidéos aussi à voir. Donc déjà, c'est sympa. Mm. Et ouais, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait des packs pour vraiment tous les budgets. Tous les budgets, tous les goûts. Moi, j'ai une petite question sur du coup la préparation de la campagne. Comment ça s'est passé avec Nazca? Qui a fait les visuels? Qui a choisi les packs, etc. Tout ça. Oh, bah, on a tout fait ensemble, hein, en fait, Ouais. Bah, en plus, le choix des packs, c'est plus, il y a un côté économie, donc c'est plus eux qui ont dit, bah, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Ouais. Après, pour tout ce qui est pack, pour illustrer tout ce qui est pack, créer le livre, tout ça, eux ils avaient des logiciels exprès, donc c'est eux qui ont fait, ils nous ont juste demandé, bah, faites-nous la couve et puis je vais créer le livre, etc. Après, la partie plus projet, tout ce qui est dessin, c'était plus nous, mais les textes et ce qu'il y avait à mettre dedans, ils ont participé aussi. Donc, non, on a tout fait un peu ensemble. Ok. Est-ce que justement vous auriez des conseils pour les gens qui préparent des Ulule? On en voit beaucoup en préparation. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? Combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, etc. avant de publier tout ça? Alors, des erreurs, je pense qu'on n'en a pas fait, mais grâce à Nazca. Ouais. Mais en revanche, j'ai entendu pas mal de personnes qui ont lancé des hulles et qui se sont fait avoir en fait par les frais d'envoi. Donc ça, vous laissez pas, ça coûte très cher en fait, et il faut vraiment le prendre en compte dans le prix des packs. Parce qu'on connaît des personnes qui ont lancé des hulles et qui finalement n'ont pas fait de bénéfice, ou pratiquement pas, à cause des frais d'envoi qu'ils n'avaient pas prévus. Donc ça, prévoyez-le bien, ça représente beaucoup dans la part du hulle. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de recul suffisant pour savoir si on a fait des erreurs. En plus, c'est notre premier Ulule, donc c'est un peu difficile de... Ouais, je dirais de ne pas mettre un objectif trop haut non plus, parce que mettre un objectif bas et l'atteindre, ça n'empêche pas les gens de participer. Donc voilà, prenez pas trop de risques, je dirais non plus. On le voit avec nous. Hein, c'est un juste milieu, c'est ne pas le mettre trop bas non plus, parce que du coup les gens, on voit, il y a certaines personnes qui disent oh, c'est bon, vous avez atteint l'objectif, vous avez plus besoin qu'on participe. Bah, si, parce que finalement, plus vous serez nombreux à participer, plus le bouquin il aura une qualité qui sera meilleure. Et puis nous, c'est pareil, c'est des ventes qui sont directes en fait. C'est une façon de vendre notre bouquin de façon directe. Donc si vous participez au Ulule, c'est mieux que si vous l'achetez en librairie. Clairement. Et plus ça vous aide pour la suite aussi, quoi. Puis il y a l'aspect communication qui est important aussi. Pour ceux qui lancent le Ulule, contactez l'Equipone. Non, il y a aussi, vous êtes passé aussi dans Animeland par exemple. Oui. Ça, c'est une belle communication. Ça, c'est Nazca. Ça, c'est vraiment un rêve de gosse qui s'est réalisé. C'est le magazine qu'on a acheté quand on était plus jeune, et d'apparaître dedans, c'est vraiment un rêve. Moi, je collectionnais à l'époque, ils avaient des petites cartes pour chaque manga, je collectionnais tout. J'avais mon petit tas de cartes d'Animeland. Et je me disais, quand j'étais dans ma chambre, je faisais des fausses interviews, tu sais. Et voilà, c'était Animeland qui m'interrogeait. J'étais à côté d'Akira Toriyama, tu vois. Et là, on y était, c'est un rêve de gosse, ouais. Les grands acteurs s'imaginent recevoir un Oscar, bah nous, on était dans Animeland. Bah, c'est fait du coup. Non mais ouais, il y a tout le travail de communication, effectivement. Puis il y a aussi, enfin je pense que votre campagne visuellement, elle est quand même très très claire, et c'est une très belle présentation, et c'est ça qui fait aussi la réussite
Ulule, hein. Soignez, pour ceux qui veulent en faire, soignez bien la présentation, soyez clair et en même temps efficace, comme vous l'êtes. Je pense que c'est comme pour un dossier d'édition, en fait, faut pas mettre trop de blabla, enfin, des gros pavés de texte. Je pense que ça incite pas les gens à rester sur la page et ils vont certainement pas lire. Donc, ouais, je pense qu'il faut donner un côté graphique. Ouais, on fait du manga, il n'y a pas non plus des masses de texte dans le manga. On sait que notre public va pas lire des pavés entiers. Puis moi, quand je regarde Ulule, j'aime pas quand c'est des pavés entiers, je zappe. Et donc on a fait un Ulule qui nous correspondait. Mais on a la chance d'être artiste, donc pour les artistes qui lancent un Ulule, faites parler votre côté artiste. Hein, ouais, dessiner. Et en dessin, c'est mieux. Ça donne plus envie. Et on parle souvent, quand on parle de Ulule, on parle souvent aussi de communauté. Est-ce que vous aviez déjà une communauté avant de le lancer? Alors oui, mais une communauté récente en fait. Ouais. Le dernier one-shot qu'on a fait, Satanée Sentai, pour le concours Manga Draft, nous a apporté beaucoup de personnes actives qui interagissent beaucoup avec nous, qui nous suivent et qui sont vraiment fidèles. Et ça s'est vraiment bien goupillé, c'était juste avant le Ulule en fait. Ouais, Satanée Sentai, ça a été une bonne... de participer à Manga Draft, ça nous a apporté vraiment une communauté fidèle et active. Super, un vrai boost. Alors comme quoi les concours peuvent aussi apporter d'autres choses auxquelles on pense pas forcément avant, quoi. Ouais, carrément. Bon, super, écoutez, je pense qu'on va commencer à conclure tout doucement maintenant qu'on arrive effectivement aux 2 heures. Et sinon, moi d'avance, je vous remercie beaucoup d'être venu et de participer au talk. Ça fait du bien de reprendre le talk, et en plus avec un projet comme le vôtre qui apporte franchement quelque chose de nouveau quand même, une collaboration. On est entre du coup l'indépendant, l'auto-édition et l'édition classique, et c'est rafraîchissant d'avoir un projet comme ça et de prendre finalement un peu le meilleur des 2 domaines pour s'aider et pour accomplir un projet comme ça. Donc félicitations déjà. Merci. Merci à toi de nous avoir invités. Oui, merci. Il n'y a pas de souci. Merci au chat, toutes les personnes qui sont venues. Oui, merci à vous. Merci de nous avoir invités, on est super contents. Ouais, on a passé un super moment. Ouais, on n'a pas vu le temps passer, c'est un truc de fou. Et voilà les amis, l'épisode est terminé, c'était un vrai plaisir de recevoir Anémine. Juste un petit mot avant de vous mettre l'outro pour vous dire que l'enregistrement du prochain épisode se fera sur Twitch mercredi prochain, le 26 janvier, avec Timothée Guédon, l'éditeur de chez Kana Édition. Donc voilà, venez nombreux si vous voulez lui poser vos questions, et aussi l'épisode suivant, ça enchaînera, puisqu'on recevra Christophe Cointeau dans les jours suivants. Et donc voilà, ça devrait arriver ici, mixé sur toutes les plateformes de podcast aux environs de fin février, je pense. Très hâte de vous retrouver sur Twitch ou lors des prochains épisodes. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce Keep On Talk, le podcast du collectif Keep On Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep On Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch ou sur un prochain épisode. C'était Keops pour le Keep On Talk.